pédagogique de ce master et je suis ravie d'ouvrir la 4e et dernière conférence de cette 5e édition de Digitalps. Donc Digitalps, au départ, c'était un projet pédagogique. L'idée, c'était d'amener des étudiants à créer un événement, puisque c'est difficile de faire du digital sans événement, donc avec tout ce que cela comporte, la recherche d'intervenants, la recherche de sponsors, la recherche aussi d'un traiteur, bon, cette année un petit peu moins. Et puis, Digital, au fur et à mesure des années, est devenu un vrai événement qui est l'événement digital de Grenoble IAE, mais également qui est un événement qui est attendu dans le microcosme grenoblois. Ah putain! De mon côté, je ne sais pas si vous avez le même souci. Je ne vois plus Madame Elmé-Guizon dans la conférence. J'ai plus de son, ouais. Et on entend quelqu'un qui parle. Elle a eu un problème de connexion. Ah, ok. Bon, bah, écoutez, merci quand même Agnès pour ces quelques mots introductifs. Du coup, je vais prendre le relais pour parler un peu plus du sujet du coup, qui nous amène aujourd'hui. Donc, concernant l'animation, ce sera Laura Gaziano et moi-même, Clara Brassard, qui allons co-animer cette conférence. On tenait à remercier du coup toute l'équipe qui a travaillé avec nous sur le projet, donc à savoir Margot Bedet, Claire Allan, Clara Soulier et Zélia Lefebvre. On voulait remercier aussi toute l'équipe logistique du coup, qui a travaillé sur la communication, que ce soit via les réseaux sociaux, sur le site de Digitalps et également sur l'aspect technique avec Zoom. Et on voulait bien sûr remercier du coup nos 3 intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc pour en revenir au sujet du jour, donc on va parler du digital au service d'une consommation éthique. Donc ces dernières années, on a remarqué de nouvelles tendances en termes de consommation. On est face à des consommateurs qui veulent consommer moins, mais mieux. Pour vous donner quelques chiffres, on sait que 92% des Français se disent prêts à consommer davantage local. Donc derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'on a? On a des consommateurs qui cherchent à consommer français, qui demandent aux entreprises plus de transparence sur leurs moyens de production, de comment ils sourcent leurs matières premières, comment ils respectent les conditions de travail de leurs employés. Donc bref, toutes ces tendances ont fait émerger un réel marché éthique et éco-responsable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 3 intervenants qui défendent du coup ces valeurs et qui vous expliqueront comment, avec le digital, ils éduquent le consommateur pour leur donner toutes les infos nécessaires pour pouvoir prendre leurs propres décisions dans leur consommation. Et aussi comment, via le digital, ils luttent contre le greenwashing que peuvent faire d'autres entreprises, surtout dans le textile et l'alimentaire, on le verra, où il y a des institutions qui sont là depuis de nombreuses années, qui ont un peu du mal à se faire à cette vraie éthique et qui abusent du coup de communication greenwashing. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser du coup Laura Gaziano vous présenter directement nos intervenants pour cette conférence. Merci Clara. Alors pour cette conférence, comme tu l'as dit, 3 intervenants nous font l'honneur d'apporter leur témoignage. Alors nous avons Patrick Marguerie, qui est directeur de la communication chez Biocop, Laura Gay, qui est responsable de la communication chez Clear Fashion, et enfin Noël Boza, qui est fondateur de Zeil. Alors, juste une petite précision, si vous avez des questions pour nos intervenants, nous vous invitons à les poser du coup dans le chat que vous trouverez juste en bas de votre écran en cliquant sur le bouton discussion. Et nous les poserons à nos intervenants à la fin de la conférence. Alors, nous allons maintenant procéder à un échange avec chacun de nos intervenants pour qu'ils présentent leur entreprise, pour qu'ils présentent leur mission au sein de leur entreprise, leur définition de l'éthique, mais aussi qu'ils nous expliquent dans quelle mesure le digital permet d'informer, de sensibiliser le consommateur aux valeurs éthiques. Alors Patrick, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer par vous. Je vous laisse donc vous présenter votre mission chez Biocop et nous expliquer quelle place et quel rôle occupe le digital au sein de Biocop.
Je ne retrouvais plus le son, c'est bon. Oui, bonjour. Donc, Patrick Marguerie, directeur de la communication de Biocop depuis 2013. Donc, Biocop, c'est 700 magasins. Ce sont des commerçants, des magasins spécialisés bio. Mais c'est aussi 20 groupements de producteurs, donc ce qui doit faire quelque chose comme 3700 fermes. C'est également des consommateurs au travers de 4 associations de consommateurs qui doivent représenter peut-être 30 000 personnes. Et puis, c'est aussi des salariés, puisque quand vous êtes salarié de Biocop, vous pouvez également être sociétaire. Et nous devons avoir, je crois, 500 salariés qui sont sociétaires de Biocop. Donc, c'est important parce que cette coopérative groupant 4 sections de coopérateurs, il n'y en a pas d'autres en Europe, puisque bien sûr, il y a plein d'autres coopératives, mais qui sont ou de distribution, ou de production, ou des scopes et des SKIC, etc., mais qui regroupent l'ensemble, il n'y en a pas. C'est 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ça peut paraître conséquent, mais en fait, sur le marché de l'alimentaire, c'est rien. Le marché de l'alimentaire en France, c'est 120-130 milliards. Donc, vous voyez, nous, on pèse 0,8 à 1%. Donc, on est une belle enseigne, mais on ne pourrait pas dire qu'on est une grosse enseigne encore. On ambitionne de l'être peut-être parce que ça voudrait dire que la consommation responsable aura progressé. Voilà pour ma part. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, comment vous définiriez l'éthique, vous, Patrick? Eh bien, l'éthique, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc, ça paraît simple comme ça. Mais en fait, il n'y a pas tant de monde que ça qui le font. Il y a des gens qui sont très forts pour expliquer qu'ils le font, mais qui ne le font pas vraiment. Puis, il y a des gens qui le font très, très bien et qui ne sont pas très forts pour l'expliquer. Donc, des gens qui cochent les deux, il n'y en a pas énormément. Bien sûr, j'en connais d'autres que nous, Dieu merci. Il y a des gens comme Patagonia, Veja. Il y a un écosystème qui existe, Éthicable. Voilà, il y a des entreprises qui font ça, mais disons que ça ne constitue pas la majorité du genre. Il y a Audiard qui avait dit que les poissons volants ne constituaient pas la majorité du genre des poissons. Eh bien, là, c'est pareil, les entreprises éthiques ne constituent pas la majorité des entreprises. Donc, c'est ça l'éthique, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, et puis s'y tenir avec des contrôles. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on a un cahier des charges qui dicte toutes nos actions, qui est validé en Assemblée générale et qui s'impose à tous les sociétaires. Il comprend plusieurs volets. Un volet sur, on va dire, les produits que l'on propose, les normes des produits que l'on propose, un cahier des charges sur le social, un cahier des charges sur l'environnemental. Et donc, tout ça, ça fait nos règles de vie internes. Et puis après, on s'est contraint à rentrer dans un système de contrôle externe. Alors, bien sûr, il y a la certification bio qui est classique. Il y a la certification bioéquitable en France qui est plus récente. Et puis, on est en certification ISO 14001 aussi sur l'ensemble de nos sites. Et on s'est également associé à SIGA pour le contrôle de l'ultra-transformation de nos produits. Et j'en oublie certainement, mais en tout cas, on se met des contrôles externes pour mesurer notre performance interne au-delà de notre cahier des charges. Voilà. Merci bien. Alors, vous avez mentionné votre partenariat avec l'application SIGA. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Que représente cette application? Bien sûr. Alors, Biocop a des produits à sa marque depuis longtemps, mais avec deux particularités. Enfin, il y avait des produits qu'on appelait génériques qui étaient avec le nom de Biocop, puis il y avait des produits qui s'appelaient Ensemble et qui étaient approvisionnés à partir de notre section agricole. Mais ce n'était pas très lisible, ce n'était pas très compréhensible du consommateur, même si l'idée était intéressante, puisque Ensemble, c'était du bioéquitable en France, 100% origine France. Mais ce n'était pas clair. Donc, on a refondu tout ça, on a fait une marque produit Biocop, et comme Biocop a une exigence autour de la transition écologique, donc de l'environnement, autour de la bioexigente, donc la qualité de notre alimentation, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan, on va dire, de la santé. Et puis, on a aussi l'ESS, donc le côté social, le respect de conditions de travail satisfaisantes. On voulait que nos produits soient le reflet de tout ça.
Et quand on se dit que nos produits doivent être le reflet de tout ça, en fait, il n'y a personne qui contrôle tout ça sur le marché. Ça n'existe pas. Donc, nous, on s'est dit, on va mettre l'origine de nos produits, un premier point qu'on fait contrôler. On va mettre si on est équitable, on a dit on le faisait contrôler. On va mettre s'il est issu de nos groupements sociétaires. On va aussi mettre le SIGA Score, qui nous permet de vérifier que le produit n'est pas ultra transformé. Je vous rappelle qu'il y a des niveaux d'ultra transformation. On va dire l'indice SIGA, il va jusqu'à 7, si je ne m'abuse. Et quand vous êtes 6 et 7, votre produit il est considéré comme ultra transformé. Donc, nous, on s'interdit d'aller au-delà de 5 sur la marque Biocop pour être safe vis-à-vis du consommateur. Et donc, on a une myriade comme ça d'indications sur notre pack, ce qui a été très compliqué à mettre en œuvre. Mais l'idée et le Graal que l'on poursuit, c'est que nos consommateurs puissent se dire, quand ils prennent un produit Biocop, qu'ils pourraient le prendre les yeux fermés. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a pris SIGA, parce qu'il y avait une appli à la mode, elle est toujours d'ailleurs, qui s'appelle Yuka, qui est super bien. Je ne la critique pas en soi, mais Yuka, par exemple, va baliser que l'équilibre nutritionnel. Et vous pouvez avoir un produit qui, selon les normes de la nutrition, est correct, mais qui est ultra transformé. Et depuis quelque temps, on sait qu'un produit ultra transformé porte des risques pour la santé humaine, y compris des risques cancérigènes. Donc, il est équilibré sur le plan de la nutrition, mais il n'est pas forcément totalement sécure pour le consommateur. Et la démarche de SIGA, elle est très intéressante parce qu'elle se concentre sur cette notion d'ultra-transformation. Et comme on a pris également le Nutri-Score, on a l'équilibre nutritionnel. Voilà. C'est tout ça pour dire que les applis, c'est super, mais des applis qui font papa, maman, il n'y en a pas encore. Merci bien. Alors, on va parler un petit peu plus de vous. Quelle est votre mission chez Biocop? Oui. Alors, la mission chez Biocop, c'était déjà, alors, je prends le moment de mon arrivée, c'est d'implanter la com chez Biocop, ce qui n'est absolument pas une chose intuitive. Biocop existe depuis 1986 et la direction com depuis 2013. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que Biocop est né d'un mouvement anti-consumériste et donc de l'anti-consumérisme à l'anti-commerce et à l'anti-com, il n'y a pas loin. Et il était important à un moment carrefour pour l'entreprise puisque 2013, c'est une période où la GMS a commencé à mettre le pied sur le marché bio depuis 2010 environ. Il importait de démontrer aux sociétaires que la com, ce n'est pas forcément vendre à des gens ce qu'ils n'ont pas envie d'acheter, mais que ça peut être aussi d'expliquer aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter. Et donc, on peut avoir une communication militante, une communication interpellante, une communication au service du projet et qui donc, par conséquence, n'est pas néfaste, mais est vertueuse et de nature à permettre de le promouvoir et de créer une alternative à la consommation de masse pour le consommateur. Donc, c'est ça le job, déjà au début. Et puis ensuite, maintenant, c'est avec des moyens limités de se faire entendre au moment, on l'a dit tout à l'heure, je crois, dans l'introduction, au moment où tout le monde en est. Tout le monde en est. Tout le monde est dans la consommation durable, tout le monde est bio, tout le monde est gentil, tout le monde est parfait. Alors, évidemment, on se doute, parce que nous sommes un peu avertis, tous autour de la table, que ce n'est pas véritablement la vérité, mais pour autant, il y a une espèce de gloubi-boulga ambiant qui fait qu'il est difficile d'émerger lorsqu'on n'a pas 40 millions à mettre par trimestre dans les médias. Et c'est là que ça fait le lien avec le digital. Bien sûr, ce n'est pas notre seul vecteur, mais il faut reconnaître que le digital, c'est l'arme fatale du pauvre, du militant, parce que ça permet de toucher une communauté. Si on est avec une communauté engagée, ça permet de toucher assez rapidement un nombre important de personnes et surtout d'être dans la recommandation individuelle de personne à personne. Et pour des entreprises comme nous qui sont militantes, c'est un excellent complément de communication média classique que l'on est malgré tout contraint de faire pour des questions de notoriété et de visibilité, mais c'est très puissant dans la recommandation. Et ça nous permet aussi, et c'est un des avantages du digital aussi, d'être dans l'immédiateté et d'être dans l'interpellation de la société civile, voire d'acteurs
du marché sur les engagements sociétaux. C'est une arme à privilégier, en tout cas pour ce qui nous concerne, et j'ai bien employé le terme d'arme, parce qu'on est quand même un petit peu dans une guerre de l'information, il faut bien le dire. Tout à fait. Et vous nous disiez dans nos échanges précédents, que le digital était justement l'outil, le média de l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Le digital, on parle beaucoup de l'engagement, mais on le chiffre assez rarement. Une communauté digitale qu'on va qualifier de classique, on va prendre Facebook, le taux d'engagement moyen pour une communauté qui serait de la taille de Biocop, c'est 0,2%. Notre engagement sur notre communauté Facebook, pour prendre cet exemple, mais ça peut se reproduire sur d'autres réseaux, notre engagement, on va dire à longueur d'année, il est entre 6 et 9. Et lorsqu'on fait une campagne d'interpellation, une campagne qui a vocation à être militante, donc on ne fait pas la promotion exclusivement de notre modèle, mais d'une problématique sociétale, il nous est arrivé de monter à 30 assez facilement. Et donc peut-être que, j'imagine quand même que pour vous c'est concret, mais vous comprenez bien qu'avec ce niveau d'engagement, comme le naturel sur les réseaux sociaux, on touche 7% de sa communauté à peu près, entre 7 et 10% de sa communauté. Lorsqu'on a un tel niveau d'engagement, on touche d'abord une part beaucoup plus significative de sa communauté et surtout, on touche d'autres communautés réplicantes. Et il m'est arrivé, par exemple, pour prendre des exemples concrets, de pouvoir avoir une audience similaire à Carrefour sur le digital. Or, Carrefour a 1 million de fans, je crois, et nous, on en a 150 000. Donc, c'est très concret, en fait. Ça n'est possible qu'avec le digital. Si vous prenez de l'achat média ou de l'achat d'espace, jamais vous pourrez concurrencer des entreprises de cette taille en audience. Merci beaucoup. Alors, comment décririez-vous l'expérience digitale chez Biocop? L'expérience du consommateur sous le format digital? Ce qui est intéressant chez Biocop, c'est qu'une fois de plus, on est à l'envers du marché. C'est-à-dire que souvent, les entreprises se sont lancées sur le digital pour faire du e-commerce. Et nous, on s'est lancé sur le digital pour partager le projet. Et donc, au départ, d'ailleurs, avec plutôt de la timidité, parce que dans notre charte fondamentale, pour ceux qui la connaissent, nos magasins sont des lieux d'échange et de consommation. Voilà. Donc, les sociétaires n'étaient pas particulièrement enthousiasmés à l'idée d'être dans du distanciel, d'être dans du digital. Il a fallu les faire évoluer là-dessus pour leur montrer aussi que le militantisme, l'engagement, aujourd'hui, il est plus sur le digital, souvent, que dans la vraie vie. Et bon, maintenant, c'est une chose qui est acquise, mais ça a pris un peu de temps pour le faire. Et on s'est mis au e-commerce que l'année dernière. Pour vous dire, je pense qu'on a le pompon. On est vraiment ceux qui sommes arrivés les derniers sur ce marché. Et demain, on va fusionner le site e-commerce et le site institutionnel avec une ambition qui est assez originale, je trouve. C'est qu'on veut avoir autant de trafic sur nos contenus que sur nos produits. Donc là encore, on ne fixe pas comme objectif exclusif du site Internet commun, conso, mais d'être dans la compréhension du projet. Et le digital, en fait, il permet ça, parce que nos sujets, ils sont complexes. L'alimentation, c'est un sujet complexe. De dire pourquoi on ne vend pas de tarama, déjà, ça prend une page sur du papier classique. Voilà. Et on n'a pas ce luxe-là dans la vraie vie. Dans une pub, on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail. Et les gens, aujourd'hui, ont moins l'opportunité peut-être de lire des articles de fond ou des dossiers extrêmement complexes et complets en print. Donc, le digital, il permet cette vulgarisation parce qu'on peut faire un GIF, on peut faire un post animé, on peut faire une vidéo et en quelques secondes, finalement, expliquer quelque chose de relativement complexe. Et c'est ce à quoi on s'est attelé, par exemple, dans la réponse aux questions les plus récurrentes ou les plus embêtantes sur nos réseaux sociaux. Et donc, je vous avais, je crois, parlé de l'initiative qu'on avait prise avec une influenceuse qui s'appelle, la série s'appelle « On nous dit ». Et donc, on prend à chaque fois des commentaires récurrents de notre communauté pour
pour dénoncer des choses qu'on peut faire parce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, pourquoi on fait de l'huile de palme. Donc, on a expliqué pourquoi on faisait de l'huile de palme et qu'on n'avait pas suivi le lynchage global du marché autour de l'huile de palme. Ce qui est contre-intuitif, on en est d'accord. Mais l'huile de palme, elle n'est pas issue d'un seul continent. Et celle qui pose problème est issue d'un seul continent, en l'occurrence l'Asie du Sud-Est. Nous, elle vient d'Amérique latine. Donc déjà, c'est quelque chose de très différent. Et puis ensuite, quand on vire l'huile de palme, ce qui est intéressant, c'est de s'attacher aux vertus de l'huile de palme versus les huiles qu'on peut mettre pour les remplacer. Et l'huile de palme, elle a un gros bénéfice, c'est qu'elle résiste aux chaleurs extrêmes sans générer d'acides gras trans, qui sont cancérigènes. Donc, quand on la remplace, déjà, il faut que ce soit pour une bonne raison, puis ensuite, il faut que ce soit par un bon produit. Et nous, par exemple, pour tout ce qui est les gâteaux, on n'a pas trouvé encore de substitut qui soit parfaitement satisfaisant et on n'a pas de raison de la virer puisque ce n'est pas lié à de la déforestation, comme c'est le cas de l'huile de palme conventionnelle. Alors, je ne m'y attarde pas sur ce dossier-là, je pourrais y passer un moment, mais c'est juste pour exemple, faire que ça, au travers du on nous dit, j'ai pu l'expliquer en, je crois, 2 minutes, 2 minutes 30. On a pu expliquer un peu de façon détaillée en faisant intervenir un scientifique, notre expert des achats. On a pu expliquer un peu tout ça de façon vulgarisée. Ça, c'est hyper précieux. Il n'y a qu'avec le digital, enfin en tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que le digital pour vulgariser des sujets compliqués. Très bien, oui, justement, pour pouvoir informer, former le consommateur, justement, à consommer mieux, finalement. Voilà, consommer plus responsable. Merci beaucoup pour votre témoignage, Patrick, riche en informations. Et je vais maintenant passer le relais à Clara. Merci beaucoup, Patrick. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Laura Gay. Du coup, donc Laura, je vais te laisser te présenter et nous présenter quelles sont du coup les missions que se sont données Clear Fashion et aussi présenter un peu l'entreprise et ce que vous faites. Très bien. Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et cette organisation, parce que franchement, c'est assez plaisant. Du coup, Clear Fashion, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile indépendante qui apporte de la transparence aux consommateurs sur leurs achats de vêtements. Avant d'expliquer un peu plus concrètement ce qui se passe sur cette application, je pense que c'est très important d'expliquer pourquoi en fait on a créé cette application. Donc pour information, on l'a lancée en septembre 2019. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie textile est une industrie qui regorge de problèmes sociaux et environnementaux. Pour vous donner quelques chiffres d'un point de vue environnemental, par exemple, sur les enjeux, on est sur une industrie qui est responsable de 10% de l'impact carbone mondial. Il y a 20% de la pollution des eaux qui est imputée dans le monde, qui est imputée à ce secteur-là. On a 4% justement de ces émissions enfin voilà, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Je pense qu'on commence à en parler vivement, j'ai l'impression, ces derniers temps, mais c'est quand même important de rappeler justement ces chiffres. Et un autre chiffre qui, en tout cas, pour ma part, personnellement, moi, me choque un peu, on achète 100 milliards de vêtements par an. Enfin, c'est quand même, je trouve ça juste vraiment énorme et c'est encore plus alarmant quand on sait que généralement, on porte à peine, il y a 60% de notre garde-robe qui n'est pas portée. Donc c'est pour acter en fait tout ce phénomène de surconsommation aussi qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a des gros problèmes sociaux. On a plus de 40 millions de personnes qui subissent encore le travail forcé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler des Ouïghours, donc ce n'est pas le sujet et la thématique aujourd'hui, mais on a encore des multinationales qui peuvent profiter du travail de certaines populations et on est en 2021. Donc, je ne veux pas plomber l'ambiance, c'est juste pour vous expliquer à quel point il y a urgence à agir aujourd'hui. Donc, c'est une des premières raisons pour lesquelles on a créé Clear Fashion. La seconde, c'est qu'on est sur un secteur qui est extrêmement opaque. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Aujourd'hui, lorsque l'on va en magasin, on n'a quasiment aucune information sur l'histoire de nos vêtements. Et chez Clear Fashion, on aime bien parler d'histoire en parlant des vêtements, puisque un vêtement, ça va vraiment au-delà de motifs, de couleurs, de coupes.
Derrière un vêtement, il y a des ressources. Il y a des ressources qu'on a utilisées pour fabriquer ce vêtement. On a des hommes et des femmes. On a surtout beaucoup de femmes qui récoltent, qui tissent, qui cousent nos vêtements. Et c'est des choses en fait qu'on utilise quand même chaque jour, pour se vêtir, etc. Et voilà, donc il y a une vraie opacité sur le secteur. Et en fait, il y a un chiffre aussi à retenir qui est un peu lié aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, Clara, sur le pourcentage de personnes qui aimeraient mieux consommer. Il y a 90% des personnes qui semblent prêtes à mieux consommer, mais seulement 3% des personnes qui savent comment faire. Donc, on manque de solutions. Et c'est pour ces raisons-là, en fait, qu'on a créé cette application, du coup, il y a à peu près 18 mois aujourd'hui. Donc, voilà. Concernant l'application, du coup, un peu plus concrètement, ce que l'on peut faire avec, en fait, aujourd'hui, Clear Fashion, c'est une application qui permet d'informer les consommateurs. Donc, pour cela, en fait, vous allez pouvoir, sur l'application, comparer les notes des vêtements entre eux. Vous allez pouvoir comprendre et, entre guillemets, décortiquer les pratiques des marques. Vous allez pouvoir, par exemple, dans un magasin, vous hésitez entre 2 jeans, scanner le code barre d'un vêtement pour savoir lequel est le plus éco-responsable. Vous allez aussi pouvoir découvrir, justement, des marques qui font les choses bien, puisqu'on a un top marque qui référence les marques les mieux notées, et vous allez pouvoir aussi accéder au lieu de production. Donc ça, c'est toute la partie information, et c'est vraiment l'essence même de notre mission, c'est d'informer pour pouvoir agir. La seconde chose sur l'application, c'est que vous allez pouvoir vous engager en fait en tant que consommateur, et ça paraît rien, mais en fait aujourd'hui, c'est très simple en fait. Vous voulez connaître les pratiques d'une marque, vous tapez le nom de la marque dans la barre de recherche. Si malheureusement cette marque n'est pas encore évaluée par Clear Fashion, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton où il est écrit « Je demande l'évaluation de la marque ». Et donc comme je dis, ça paraît rien, mais en fait nous, on comptabilise le nombre de clics qu'il y a en fait. Donc c'est le nombre de demandes pour cette marque-là. Et il faut savoir que dès que l'on va évaluer une marque Clear Fashion, on va prévenir les marques. Et nous, en fait, c'est un argument de poids pour que les marques nous transmettent des informations sur leurs pratiques. Donc voilà, en fait, vraiment concrètement, comment ça se passe sur l'application. Et j'ajouterais une dernière chose qui est essentielle, en fait, je pense que tout le monde se pose la question un petit peu de comment on évalue les pratiques de ces marques. Justement, en fait, quand on a lancé l'application, ça a été l'un des plus gros travaux, ça a été de construire cette méthodologie d'évaluation indépendante. Donc, j'insiste vraiment sur ce point, sur l'indépendance. Ce qu'on sous-entend par indépendance, c'est qu'il n'y a aucune marque qui fait partie de nos investisseurs, on n'a aucune marque qui fait partie de notre communauté d'experts. Donc, je pense que c'est vraiment la clé de la crédibilité de Clear Fashion et de son utilité. Le jour où on n'est plus indépendant, je veux dire que du coup, ça ne sert plus à grand-chose. Et donc, du coup, on a créé une méthodologie d'évaluation avec ce comité d'experts. Donc, il y a 5 experts que l'on voit d'ailleurs encore régulièrement, une fois par mois, pour consolider ce référentiel. Et du coup, cette méthodologie d'évaluation, on va évaluer plus de 150 critères sur les thématiques de l'environnement, de l'humain, de la santé et du bien-être animal. Ces 4 thématiques, elles ne sortent pas de nulle part. On a fait beaucoup d'enquêtes auprès des consommateurs et on leur a demandé tout simplement les informations qu'ils aimeraient avoir pour mieux choisir leurs vêtements. Et à partir de cette base, en fait, on a vraiment réalisé cette méthodologie d'évaluation. Voilà, pour la méthode, en tout cas. Et du coup, justement, par rapport à cette méthode, je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur le procédé du coup, de comment vous contactez les marques et quand elles ne vous répondent pas, comment vous faites du coup, pour avoir quand même des informations pour pouvoir répondre justement aux consommateurs qui se posent des questions sur certaines marques. Oui, alors ce qu'il faut savoir du coup, c'est que c'est les utilisateurs qui choisissent les marques qui vont être évaluées. Pour votre information, aujourd'hui, on a évalué plus de 350 marques et c'est tout simple. Justement, via le biais de ces clics dont je vous ai précédemment parlé, nous, en fait, ça nous a donné une liste des marques prioritaires qu'il fallait évaluer suite à la demande des consommateurs. Ce qui se passe, c'est que donc chaque semaine, on va évaluer des marques. Ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, on va contacter la marque pour la prévenir que Clear Fashion va évaluer ses pratiques et on laisse à la marque 30 jours pour apporter des informations complémentaires. C'est-à-dire que c'est très simple. Aujourd'hui, ça ressemble à un gros fichier Excel pour vraiment imager avec des centaines de questions qui sont en fait reliées à notre méthodologie d'évaluation. C'est notre référentiel.
Pour vulgariser, c'est comme un barème. C'est comme si Clear Fashion un peu était un prof d'histoire géo qui allait donner un devoir à ses étudiants, entre guillemets. Et en fait, on a un barème sur lequel on va dire telle question, il y a cette preuve qui a été donnée par la marque, donc ça vaut tant de points. C'est exactement comme ça que ça se passe pour évaluer les marques. Donc on leur laisse 30 jours pour répondre à ce gros référentiel. Et justement, ça va être notifié sur l'application. Dans le meilleur des cas, et justement, c'est la moitié des marques qui sont évaluées sur Clear Fashion, la marque nous transmet des informations complémentaires et du coup, nous permet en fait d'évaluer la marque. Ce qui est hyper intéressant, puisqu'en fait, on estime que le premier pas avant l'éco-responsabilité, presque, c'est d'être transparent sur ses pratiques. Et c'est ça qui est hyper intéressant après plus d'1 an et demi en fait, de lancement, c'est qu'on a de plus en plus de marques qui acceptent, qui jouent le jeu de la transparence et qui nous communiquent des informations sur leurs pratiques. Et ça, c'est vraiment essentiel puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'informations en fait. Le deuxième cas, c'est la marque justement ne répond pas en fait aux sollicitations de Clear Fashion. Ce qui va se passer, c'est que notre équipe, on a une équipe évaluation marque qui va faire une vraie investigation sur la marque à partir des données publiques que la marque va communiquer. Donc, on va éplucher les rapports RSE, on va éplucher vraiment tout ce qu'on a à disposition. Je tiens à préciser que Clear Fashion ne prend pas en compte les engagements des marques futures, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un bilan à date de ces pratiques vraiment actuelles. On va attendre des données factuelles, des faits, on va attendre des preuves de labels, etc., pour évaluer la marque. Et quelque chose qui est aussi important à préciser, c'est que parfois, voilà, on ne va pas trouver l'information, mais justement quand on fait notre enquête interne, mais on estime justement, et ça c'est peut-être un parti pris, mais que pas d'information égale une information. Parce que ça, ce que ça sous-entend derrière, en fait, c'est que soit la marque a l'information et si elle ne la communique pas, c'est peut-être qu'elle a des raisons, notamment peut-être en termes d'image, de ne pas la communiquer, soit ça veut dire qu'elle n'a peut-être pas connaissance de l'information. Et ça, c'est un véritable enjeu dans le secteur textile, c'est qu'il y a une grosse perte de traçabilité sur la chaîne de production qui est éclatée. On a souvent une marque qui travaille avec presque des centaines de prestataires qui vont sous-traiter à d'autres prestataires. Et en fait, on perd complètement la traçabilité. Et ça, on estime que c'est un problème, notamment pour le consommateur qui a le droit de savoir ce qui se passe en fait derrière leurs vêtements. Donc ça, c'est la manière dont on va chercher les informations. Et le dernier cas, tout simplement, on a de plus en plus de marques qui le font, c'est qu'on a des marques qui nous contactent directement pour être évaluées par Clear Fashion. Voilà. Ok, merci. Je voulais aussi que tu nous en dises un peu plus du coup sur le scan. Je sais que ça a été une des dernières fonctionnalités que vous avez mis sur l'application. Et justement, comme tu viens de le dire, on sait que dans l'industrie textile, parfois les marques ont du mal à savoir même à se retrouver entre tous leurs fournisseurs, etc. Et vu que là, on parle d'un scan article par article, comment vous arrivez à avoir l'information et quels sont les avantages de développer un scan de ce type pour les consommateurs lorsqu'ils font leur shopping, par exemple? Oui, alors c'est vrai que ça a été un gros événement, en tout cas chez Clear Fashion. En tout cas, ça a été beaucoup de travail. Donc, en fait, juste pour vous contextualiser, la première brique, c'est qu'on a évalué les pratiques des marques et on continue toujours à le faire. Mais du coup, on analyse vraiment d'un point de vue macro, on va dire, ces marques-là. Et en fait, jusqu'à janvier, on pouvait avoir la notation en fait, par vêtement. Mais là, on a mis une brique supplémentaire à partir de janvier en ajoutant la fonctionnalité scan des codes barres. Donc, tout simplement, pour aller très brièvement, c'est un peu comme sur Yuka, c'est-à-dire que vous allez scanner le code barre de l'article en magasin et ça va vous donner la note par vêtement. L'intérêt de ce scan des codes barres, c'est que à partir de janvier, en fait, le consommateur peut comparer l'impact des vêtements selon les mêmes critères. Et ça, c'est hyper important en fait dans le secteur, puisque si vous regardez un petit peu différentes marques, notamment en fast fashion, et on va en parler tout à l'heure concernant l'éthique, etc., on a de plus en plus de marques qui justement parlent de leurs engagements. Donc, on va avoir des marques et des gammes qui vont s'appeler Conscious, Join for Life. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites. Et en tant que consommateur, on est juste complètement perdu. Puisqu'en fait, ce sont entre guillemets comme des labels privés. Mais du coup, chaque entreprise a le droit de mettre en avant derrière ce label le cahier des charges entre guillemets qu'il souhaite, qui est plus ou moins exigeant et qui
je ne veux pas en faire une généralité. Il y a des marques qui font ça aussi très bien, mais on a des marques, par exemple, qui vont dire, je ne sais pas, sur cette collection, on utilise 10% de matière recyclée. Alors, c'est très bien, c'est un pas, mais est-ce qu'on peut considérer, par exemple, une collection qui utilise des matières recyclées comme éco-responsable si, par exemple, cette marque-là, je ne sais pas, fait produire ses vêtements dans une usine qui ne respecte pas les droits fondamentaux? Voilà, ce que je veux dire, c'est c'est légitime de se poser la question et qu'on a besoin d'avoir une analyse assez holistique de ce qui se passe. Donc, en fait, c'est l'intérêt du scan des codes barres, c'est qu'aujourd'hui, on donne au consommateur un outil qu'il a dans sa poche pour comparer les vêtements et les marques entre eux, enfin, sur les mêmes critères. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'avancée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, comment on va chercher ça? Là, en effet, on a besoin d'informations qui proviennent de la marque sur les vêtements pour avoir de l'information enrichie par vêtement. Donc, son lieu de production, on va aller chercher, du coup, on va avoir sa matière, etc., qui va, par exemple, avoir un fort impact sur l'environnement. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir l'information par vêtement, par les marques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis janvier, cette fonctionnalité, elle est disponible chez 17 marques aujourd'hui, puisque ces 17 marques ont accepté de jouer le jeu de la transparence. C'est un message très fort envoyé au secteur, puisque souvent, ce sont des données qui sont un peu considérées comme confidentielles. Et donc là, on a des marques qui choisissent de communiquer ces informations à Clear Fashion pour que la fonctionnalité soit disponible dans leur boutique. Et c'est un message très fort pour le secteur, puisqu'en fait, on montre en fait, à toutes les autres marques que communiquer aux consommateurs des informations claires et fiables, aujourd'hui, c'est possible. Parce que c'est vrai que c'est souvent un frein, on dit que c'est compliqué. C'est difficile, en effet, parce qu'il faut retracer sa chaîne de production, mais on a la preuve qu'avec ces 17 marques, c'est possible. Donc voilà l'intérêt du scan des codes barres. Aujourd'hui, on a 17 marques. C'est que le début. On est en train de travailler justement pour avoir de plus en plus de marques qui jouent le jeu de la transparence. Et pour vous donner juste un exemple, quand on a lancé Clear Fashion, on nous a dit, voilà, les marques n'accepteront jamais en fait, de vous donner cette information-là. La preuve est que 18 mois plus tard, on se rend compte qu'on a la moitié qui le fait. Et ça, c'est notamment grâce justement aux utilisateurs qui cliquent, qui demandent de la transparence. En fait, Clear Fashion, c'est le porte-parole de ces consommateurs. C'est hyper important et on compte sur ça aussi pour que le scan des codes barres se développe. Plus on aura des utilisateurs, des consommateurs qui demanderont la possibilité d'avoir de l'information, notamment via le scan des codes barres, plus on aura de chances en fait, que les marques communiquent leurs informations par vêtement et par produit. Super, bah merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion de reparler de ces sujets au moment des questions communes. Et je vais laisser du coup Laura et Noël pour la suite de la conférence. Alors, merci Laura pour ce témoignage. Donc, je vais maintenant passer la parole effectivement à Noël Boza, qui est fondateur de Zei. Alors Noël, peux-tu te présenter ainsi que Zei, s'il te plaît? Ouais, alors salut à tous, content d'être là. Alors pour me présenter rapidement, je suis le fondateur de Zei, startup que j'ai créé maintenant il y a 5 ans, avec l'ambition d'un côté d'accompagner toutes les entreprises dans la compréhension de leur démarche d'impact et surtout de leur permettre de communiquer ce qu'elles font auprès des consommateurs, mais aussi des salariés, des talents, et même des investisseurs. Parce que je m'étais rendu compte que la grande majorité des personnes, on l'a dit d'ailleurs bien tout à l'heure, veulent consommer avec impact, c'est 90% des Français. Mais il y a aussi les talents qui veulent travailler dans une entreprise qui ont du sens pour eux. C'est 2 tiers des jeunes qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif, en quelque sorte. Donc, il y a un potentiel énorme de transformation sociale si les consommateurs, les salariés, les talents avaient un accès simple à l'information. Parce que si tout le monde consommait mieux et allait travailler dans une entreprise qui avait de l'impact, ben, les boîtes qui ne s'engageaient pas perdraient leur part de marché, perdraient leurs clients, perdraient leurs salariés qui se barraient du côté des entreprises plus vertueuses. Et donc, j'étais parti un peu de ce constat-là et j'ai essayé de dire comment est-ce qu'on peut faire pour, d'un côté, permettre à l'entreprise de bien avancer, de bien comprendre ses enjeux, ce qui n'est pas toujours très simple, et surtout lui permettre de communiquer auprès du grand public pour qu'on puisse enfin comprendre et comparer les marques. Alors, le point de départ, ça a vraiment été comment accompagner les entreprises, parce que communiquer quelque chose, c'est bien, mais il faut d'abord avoir l'information et il faut que l'entreprise communique des bonnes données. Et aujourd'hui, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la grande majorité des entreprises veulent agir,
mais elles ne connaissent pas forcément leurs enjeux. Alors, quand on est une marque textile ou alimentaire qui se crée sur un principe de textile recyclé, par exemple, ou de l'alimentation végétarienne, on connaît l'enjeu et donc c'est simple de se lancer facilement. Mais quand on est une entreprise de plus grande taille, un grand compte, quand on est un Carrefour, par exemple, ou quand on est H&M, déjà, il faut savoir vers quoi est-ce que je dois transformer mes modèles, comment je dois faire pour m'améliorer, c'est quoi mes enjeux. Et ça, c'est pas toujours facile. Ça coûte en général très cher de faire appel à des cabinets de conseil. Donc, c'est déjà un premier frein. Ensuite, il faut savoir comment avancer, comment progresser. Il y a des centaines d'innovations et de solutions pour réduire ses émissions de CO2, réduire sa consommation d'eau, d'énergie, transformer son modèle, mais on ne les connaît pas forcément. Et le pire, c'est qu'une fois qu'une entreprise a mis de l'argent et du temps dans justement cette transformation, dans sa démarche d'impact, il n'y a pas vraiment d'outils très efficaces pour communiquer. Alors, sur le textile, il y a Clear Fashion. Sur l'alimentaire, il y a un éco-score qui arrive, mais sur la grande majorité des secteurs, on n'a pas encore d'éco-score ou de Yuka, en quelque sorte, de l'environnement et du social. Et donc, c'est un peu dommage parce que la boîte qui s'engage aujourd'hui n'attire pas les talents, ne gagne pas plus de clients. Et donc, ce n'est pas toujours perçu comme un investissement rentable par les boîtes. Et ça, c'est un problème. Alors, Zei, ce qu'on a créé, qui est un peu unique au monde, c'est qu'on a inventé un algorithme. Alors, je vais dire une matrice, c'est un peu compliqué. En tout cas, une technologie qui permet d'identifier pour chaque entreprise tous les critères d'impact et RSE les plus importants pour elle, en se basant sur sa taille, sur son secteur, sur ses caractéristiques. Donc, c'est des centaines d'options qu'on va couper avec plus de 1300 critères RSE et d'impact très précis, qu'on va en plus pondérer, prioriser les uns par rapport aux autres pour que l'entreprise comprenne très simplement quels sont mes enjeux. Pour chaque enjeu, quel est le critère que je dois prendre en compte et les solutions alternatives qu'il y a derrière, et quel est l'ordre de priorité de mes enjeux par rapport à mon entreprise et mon secteur. Donc déjà, c'est gratuit, ça prend 3 minutes et je connais exactement ma grille d'impact sur laquelle je dois me mesurer. Donc ensuite, un peu comme sur Clear Fashion, sur la plateforme, je peux mesurer là où j'en suis sur chaque indicateur, je mets des justificatifs, on va toujours vérifier pour s'assurer que la donnée elle n'est pas fausse. Donc l'entreprise derrière a accès à quelques fonctionnalités payantes pour accéder à un catalogue de solutions pour avancer dans sa démarche, pour piloter, et ainsi de suite. Mais elle a surtout accès à une vitrine publique qui lui sert un petit peu de vitrine digitale de sa RSE, où n'importe quel visiteur peut comprendre les enjeux, la progression, les objectifs avec une date butoir qui a été figée, et comment est-ce que cette entreprise se positionne par rapport aux autres marques du même secteur d'activité. Et donc, on a des classements accessibles à tout le monde, que vous pouvez aller voir sur zei.com, qui permet à n'importe qui de comprendre et de comparer enfin les boîtes. On ne note pas nous-mêmes les entreprises parce que l'information n'est pas accessible dans le cloud, on ne peut pas aller la chercher dans des bases de données. Donc, il faut que l'entreprise vienne elle-même se scorer. Là où Clear Fashion, par exemple, fait la démarche d'aller scorer les entreprises pour les forcer un peu à venir. Nous, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a trop d'entreprises et la donnée, elle n'est pas toujours accessible numériquement. Par contre, on va faire en sorte que quand vous cherchez une entreprise comme L'Oréal, et si L'Oréal n'est pas inscrit, on aura « Désolé, L'Oréal n'est pas encore transparent. En attendant, voici le classement des meilleures alternatives aux cosmétiques. » Ce qui veut dire qu'on guidera toujours le consommateur vers les meilleures alternatives et ça forcera petit à petit au reste des boîtes de se lancer. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 2400 entreprises qui sont sur la plateforme, à peu près toute taille, tout secteur. On va avoir le boulanger du coin jusqu'à des grandes banques internationales, en passant par des boîtes de textile, la grande distribution. Donc c'est quand même assez vaste dans les typologies d'entreprises qu'on a sur Zei. D'accord, merci Noël. Et donc, quel est en général le niveau moyen de maturité des entreprises qui font appel à vous en termes de RSE? Est-ce qu'elles sont plutôt bien avancées ou plutôt pas vraiment, plutôt en recul par rapport à ça? On a 3 grandes typologies d'entreprises. On a vraiment celles qui partent de zéro. Elles connaissent ce que c'est que la RSE, elles savent à peu près ce que c'est que l'impact. Elles sont conscientes qu'elles vont devoir s'y mettre parce que les salariés en interne, mine de rien, ça commence à pousser depuis quelques années, c'est super. Les consommateurs aussi commencent à questionner un petit peu les marques. Donc, quel que soit le secteur, même dans l'industrie lourde, ils se posent ces questions. Mais ces débutants, comme on les appelle,
Ils se disent, mais en fait, je vais devoir mettre des dizaines de milliers d'euros dans un cabinet de conseil. En interne, qui c'est qui va gérer? Il n'y a personne qui a l'expertise. Ou alors, on n'a pas forcément le temps. Donc, ces boîtes-là, elles viennent parce que justement, en quelques minutes, je peux me lancer. Je n'ai pas besoin d'être expert. Ça ne me coûte absolument que dalle. C'est simple, c'est intuitif. Et donc, ces boîtes-là vont vraiment être là pour comprendre les enjeux, puis mesurer là où elles en sont et commencer à piloter, à progresser et à communiquer. Mais communiquer, ça reste assez rare pour les débutants. Ils préfèrent le garder en privé dans un premier temps. Ensuite, on a les entreprises qui sont déjà un petit peu engagées. Alors, soit ils ont commencé à transformer leurs produits, comme le cas de Balzac Paris, que je connais bien, qui a aujourd'hui à peu près 30% de sa gamme qui est recyclée ou en textile durable. Mais chaque année, ils augmentent petit à petit cette part-là. Donc, ce sont des entreprises qui sont en transformation, qui ne sont pas encore des championnes. Elles viennent surtout pour piloter et découvrir les solutions et communiquer en tout cas leurs objectifs et leur démarche actuelle. Et on a des champions, eux, ils ne viennent pas forcément pour progresser, parce que je prends l'exemple de Phoenix ou de Insect, eux, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un rapport RSE digitalisé qui vont, donc leur profil ZEI, et ils vont pouvoir envoyer ce lien aux acheteurs, à leurs investisseurs, aux consommateurs, ou à n'importe qui aimerait avoir accès à l'information. Et ces boîtes-là vont même jusqu'à personnaliser un QR code qui redirige vers leur profil, qu'elles vont aller afficher et intégrer dans leur bureau, sur leurs produits, sur les étiquettes de leurs vêtements, par exemple, sur les plaquettes. Il y en a même qui vont mettre des petits posters dans les toilettes, ce qui n'est pas très sexy pour nous, mais qui permet aux salariés de scanner le QR code au moment où ils se mettent un petit peu pour comprendre là où est l'entreprise et comment est-ce qu'elle progresse. Et ces boîtes-là veulent aussi servir d'exemple et de modèle à toutes les autres entreprises du secteur. Si je prends l'exemple de Insect, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui est une des plus grosses startups françaises, qui produit de la protéine d'insectes pour l'alimentation animale, plutôt que de faire de la protéine de poulet, de poisson et autres. Donc un impact CO2, biodiversité qui est juste dingue. Et cette boîte-là veut en quelque sorte montrer à tout le secteur de l'élevage qu'il y a des choses à faire pour réduire l'empreinte CO2 de leur activité. Et donc, ils veulent faire rayonner en quelque sorte leurs engagements dans nos classements, pour que toutes les autres boîtes se disent « Ah tiens, il faut que je commence à m'y réfléchir. Il y en a qui sont en train de me mettre la fessée dans les classements. Il va falloir que j'y aille aussi, sinon je vais disparaître dans 10 ans. » D'accord, merci Noël. Et dernière petite question, comment vous accompagnez justement les entreprises à améliorer ces critères-là, les critères où justement elles ont un score qui est moins bon? Alors, sur chacun des indicateurs, il y a déjà une méthodologie qui est 100% transparente. Qu'est-ce que c'est qu'un textile durable? Par exemple, quand on demande un critère part de votre gamme qui est durable, le textile, on va expliquer que ça va être le lin, le chanvre, le jute, le bambou, les lyocell, le tencel, les matières recyclées, ou alors proposer des options à la location ou du fabriquer à la demande. Donc, on permet à l'entreprise de comprendre tout ce que je peux faire pour transformer mon modèle ou réduire mon empreinte. Ensuite, à partir de cette première étape, elle a accès à un catalogue de aujourd'hui 900 innovations pour justement avancer sur chaque thématique. Si je dois passer sur un serveur durable, je ne sais pas ce que c'est qu'un serveur Internet bas carbone, en un clic, je vais trouver tous les prestataires de data center durables avec qui on travaille et qu'on a déjà audité, qu'on a vérifié, pour qu'elle n'ait pas besoin de chercher sur Google comment faire pour passer sur un serveur durable, ce qui lui prendra, disons, beaucoup de temps. Et on est en train de mettre en ligne tout un outil de pilotage qui permettra à l'entreprise de créer ses propres plans d'action, ses propres objectifs, et les attribuer en interne à des salariés ou des groupes de salariés pour que toute l'entreprise puisse en quelque sorte s'approprier des enjeux, des objectifs, et qu'elle puisse commencer vraiment à entrer dans une démarche de progrès. Et le fait d'avoir une progression et des objectifs qui soient publics, mine de rien, ça force l'entreprise à les atteindre. Si je dis que dans 5 ans, je vais avoir réduit de 30% mes émissions de CO2, et que dans 5 ans, je n'ai rien baissé, il y a un gros risque de bad buzz. Donc, ça engage vraiment l'entreprise à faire ce qu'elle a annoncé. D'accord. Merci beaucoup, Noël, pour ce témoignage, pour ces réponses. Et maintenant, je vais laisser la main à Clara pour les questions communes. Alors, du coup, sur les questions qu'on se posait, il y a des choses, vous avez déjà un peu parlé de ces sujets. On voulait savoir justement, en tant qu'entreprise éthique qui véhicule des valeurs éthiques, comment vous faites concrètement pour lutter contre le greenwashing dans la façon où vous communiquez aux consommateurs pour que justement votre communication sorte du lot par rapport à
à d'autres marques qui peuvent être très bonnes là-dedans et communiquer de façon plus douteuse, on va dire, sur leurs engagements? Je veux bien commencer parce que j'en sors. On vient de faire notre conférence de presse mardi au Palais Brongniart à la Bourse. Et on a fait une campagne d'affichage dans le métro Bourse et en même temps une campagne digitale pour dire que c'était la dernière fois qu'on nous voyait entrer en bourse. Voilà. La première et la dernière. Et c'est une manière de valoriser le fait qu'on est une coopérative, qu'on n'est pas rachetable. Suivez mon regard par rapport à d'autres acteurs qui, évidemment, aujourd'hui sont également dans l'inclusion. Et c'est une façon, on va dire, un petit peu interpellante, avec là encore des moyens limités, de faire entendre et faire comprendre notre singularité. Et ça, on essaye de le faire le plus régulièrement possible. Là, on a été bien servi par l'actualité, puisqu'en plus, il y a eu dans la même période un licenciement boursier que vous avez peut-être suivi chez Danone. Donc, c'est pas, on n'y est pour rien, mais enfin, c'est vrai que ça tombe plutôt bien de montrer qu'il y a des acteurs qui disent et il y a des acteurs qui font. Merci. Je ne sais pas si Laura et Noël, de votre côté, vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, nous, on n'est pas une marque qui vend des choses. Donc, forcément, en fait, on se positionne beaucoup plus comme un acteur et l'un des principaux acteurs sur le secteur textile pour lutter justement contre le greenwashing. Et ça j'en parlais tout à l'heure, ça tient de notre indépendance. En fait, on pense qu'il y a vraiment besoin, qu'il y avait besoin d'un acteur qui standardise en fait l'information auprès du consommateur et qui soit surtout indépendant pour justement lutter, qui soit un peu le garde-fou de toutes ces marques qui, en exemple, je ne regardais plus du tout la télé, j'étais chez mes parents, je tombe sur et il n'y a pas une publicité où on n'entend pas éco-responsable, éthique, vert, green, demain, enfin, on est en plein dedans et pour le consommateur, c'est de plus en plus difficile de s'y retrouver. Donc voilà, enfin, je pense que du coup, ça va un peu de soi que dans notre, c'est clairement dans notre mission. C'est ce qui est sous-jacent à ce que l'on fait, c'est qu'on permet justement aux consommateurs d'y voir plus clair et d'avoir un acteur envers lequel il peut avoir confiance. Du coup. Ouais, nous, on est aussi un petit peu comme Claire Fashion là-dessus. On ne communique pas forcément, nous, principalement sur notre impact, mais plutôt on permet aux consommateurs d'avoir la transparence. Alors, il y a trois grandes façons de faire du greenwashing. Alors, la première, c'est de mentir sur son produit. Ça se fait plus trop parce qu'il y a beaucoup trop de transparence maintenant et d'acteurs qui peuvent relever le mensonge. Donc, les marques ne font plus de mensonges sur leurs produits. Maintenant, elles ont deux autres types de greenwashing qui se font assez souvent. Le premier, c'est qu'elles vont communiquer uniquement des éléments qui les arrangent. Ikea, elle peut très bien dire demain, j'ai mis les panneaux solaires sur mes toits. D'accord, c'est très bien, mais tu ne montres que ce qui t'arrange. Mais concernant le bois que tu consommes, concernant la durabilité de tes produits, si on veut avoir une communication sans greenwashing, il faut être honnête et montrer tous mes enjeux. Et comment je suis sur les enjeux où je suis bon, mais aussi là où je suis pas bon. Et c'est ce que fait Zei, c'est ce que fait Claire Fashion là-dessus. Donc, les applications, les plateformes comme les nôtres permettent déjà d'éviter ce type de greenwashing-là. Il y a une deuxième forme de greenwashing qui est assez récente, qui arrive de plus en plus. C'est qu'on parle de données absolues. On va donner un chiffre comme j'ai évité tant de tonnes de CO2, mais qui n'est pas du tout mis dans le contexte. Je prends un exemple. Uber peut très bien dire, ouais, nous, dans le monde, on a mis 1 million de véhicules électriques sur les routes. Très bien. Mais c'est combien par rapport à ta flotte? Ah, c'est 0,1%. Ouais, t'es gentil. On compare avec Marcel. Marcel, Cab, qui est à Paris, qui fait 50% de sa flotte qui est électrique. C'est 500 véhicules. Et c'est 50% de la flotte. Donc, si on parle de données absolues en nombre, c'est 1 million de véhicules Uber, 500 Marcel. Si on compare en relatif, en comparable, c'est 0,1% de la flotte, 50% de la flotte. Donc, Marcel, c'est une bien meilleure option environnementale. Et donc là-dessus, Zei, sur nos référentiels, on est toujours en pourcentage, part de ma gamme, part de mes salariés, part de mes adresses, pour éviter qu'il y ait ce deuxième type de greenwashing aussi, et des données qui veulent absolument rien dire.
Très clair, merci beaucoup. Je voulais savoir aussi si vous aviez remarqué justement une évolution. Bon, on sait qu'il y a une évolution un peu des consciences et des comportements de la part des consommateurs, mais est-ce que vous avez des exemples concrets, je ne sais pas, de périodes, par exemple dans le confinement, peut-être que sur Clear Fashion, certaines marques ont explosé en demande, ou peut-être que vous remarquez que vous avez un certain type de clients qui vous sollicitent plus sur les communautés, que ce soit jeune ou pas. Est-ce que vous avez constaté, vous, à titre personnel, une tendance à ce niveau-là? Je peux prendre la parole si vous voulez. C'est pas directement lié à Clear Fashion, mais c'est que je suis tombée sur une étude en fait hier là-dessus, où justement c'était focus sur la génération 15-25, où on a 62% qui estimaient que c'était à la fois aux consommateurs et aux entreprises de changer. On sent qu'en fait il y a une prise de conscience individuelle. Je pense que c'est la première brique, mais ensuite que plus on va dans le raisonnement, plus on sent que bon, il y a aussi les entreprises qui ont leur part de responsabilité, si ce n'est plus. Chez Clear Fashion, on a tendance à dire que les consommateurs ne sont pas responsables du système. Enfin, je ne vais pas reparler du système de la fast fashion, de tout ça. On n'est pas responsable de ça. Par contre, on estime qu'on peut demander à ce qu'ils changent. Donc ça, c'est vraiment une conviction qui est forte. Et on sent vraiment qu'il y a un vrai impulse des consommateurs depuis quelques temps. L'autre réflexion que je me faisais, là, notamment en regardant justement ces études-là, c'est que je pense que dans les études, justement, les jeunes sont de plus en plus engagés. Enfin, ce n'est pas une nouveauté, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on le sait tous, que l'environnement, c'est un sujet qui les concerne, on a peur pour demain, pour le futur. Par contre, c'est un avis personnel, je pense que c'est très difficile, que parfois il peut y avoir une contradiction entre notre engagement personnel et des fois nos actes dans les faits. Et je pense notamment en fait à la pression sociale qui est exercée par les vêtements. Enfin, vraiment dans le cadre des vêtements, il y a une part d'identitaire dans ce qu'on porte. Les vêtements, c'est un peu l'image qu'on a envie de projeter de nous au monde. Donc c'est une question qui est très auto-centrée et très personnelle. Et en fait, justement, dans cette étude, ce qui était mis en avant, c'est qu'ils avaient des difficultés à changer leur manière de consommer, notamment dans la mode. Et je pense que c'est vraiment lié en fait à cette question identitaire, notamment quand on est, je pense, assez jeune, où c'est une question de qu'est-ce que je dégage au monde, on est en quête d'identité, où c'est très important. Et je pense notamment en fait au rôle des réseaux sociaux et de l'influence en fait là-dedans. Je pense que la jeune génération est un peu tiraillée parce que oui, on commence à comprendre par exemple que les vêtements ont un impact, mais aujourd'hui je vais sur Instagram et je vais voir mes influenceurs qui font 3 hauls Zara toutes les 2 semaines, qui changent et qui créent finalement un petit peu aussi, qui ont une part de responsabilité aussi là-dedans. Et je pense en tout cas sur la question des générations et de l'évolution de la consommation, qu'il y a tout ça à prendre en compte. Et pareil, je n'ai pas de chiffres, etc. Et c'est plus un avis personnel. Je pense que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, que les personnes qui regardent tous ces influenceurs le sont aussi. Et je pense que petit à petit, il y a aussi cette partie qui va devoir aussi un peu plus s'engager vers une consommation, en tout cas de faire plutôt de l'influence positive dans tous les cas. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si Patrick, tu voulais ajouter quelque chose. Je vois que tu as activé ton micro. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'étais en train de répondre par écrit et j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc, ce qu'on disait là, c'était… recontextualisez-moi, s'il vous plaît. Du coup, le contexte, c'était est-ce que vous aviez remarqué du coup une évolution des tendances éthiques? Ah oui, c'est bon. Alors déjà, sur la consommation proprement dite, ce qu'on a constaté, c'est une augmentation importante des produits bruts. Je vais enfoncer une porte ouverte. Vous savez bien qu'on a tout pété en farine, qu'on a tout pété en tous les produits qui nécessitent, qui permettent la fabrication par les gens eux-mêmes. Mais là, ce n'est pas vraiment, on peut dire, une consommation éthique, c'est juste une consommation qui est liée au fait qu'ils avaient plus de temps et de volonté de le faire. Plus prosaïquement, on a aussi vu une augmentation importante de la consommation d'alcool.
Donc, je pense que c'est aussi purement lié au contexte et au côté un peu stressant de ce contexte. Donc, je n'assignerai pas ça à l'éthique, mais je dois vous en parler puisque vous parliez quelles évolutions vous avez pu constater. Sur le plan éthique, ce qu'on a constaté qui était déjà présent auparavant, mais qui a été fortement accéléré, c'est toute la consommation origine France et locale. Aujourd'hui, les gens, notamment à l'occasion de la crise sanitaire, se sont aperçus de l'énorme dépendance de notre pays dans tous les domaines. À la conférence de presse qu'on vient de faire, on a aimé citer des exemples, par exemple que maintenant il y a de la moutarde française depuis que Biocop a pu trouver des graines de moutarde qui ne viennent pas de Dijon, on s'en excuse, mais qui sont au moins françaises. Il n'y en avait pas depuis longtemps, depuis très longtemps. On a la même chose sur le cornichon. Vous voyez, c'est des choses auxquelles on n'imagine pas, qu'on ne conçoit même pas. Mais c'est une réalité. Et à l'occasion de la crise sanitaire, on a vu qu'on ne savait pas faire de masques. On était dépendant sur énormément de sujets. Là, par exemple, pour le digital, on s'aperçoit qu'on est dépendant pour les micropuces. En fait, on est dépendant pour tout. Et c'est un vrai sujet. Donc là, il y a eu une prise de conscience de la population de se dire, si je consomme français, j'ai des chances pour qu'il y ait de la production française de plus en plus. Et puis, accessoirement, c'est aussi un élément de résilience parce que plus on va avoir de consommation française, plus on aura d'emplois français. Et ces évidences, parce qu'elles sont quelque part assez intuitives, ces questions-là. En fait, il y avait une dichotomie très importante entre la perception que les gens avaient de l'impact sur leur vie quotidienne et leur consommation. Là, je pense qu'il y a un lien qui est beaucoup plus étroit et j'espère et je plaide en tout cas je pense qu'il va être durable, en tout cas plus durable. Super, merci beaucoup. Et une dernière question avant de partir sur les questions du chat. Pour vous, quels sont les moyens d'action possibles de la part du consommateur? Parce que comme tu as dit, Laura, il ne faut pas incriminer, du coup, on ne peut pas que incriminer le consommateur, mais le consommateur a quand même sa part à jouer justement dans cette consommation éthique. Donc, vous trois, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur, du coup, pour se diriger justement sur des bonnes marques? Je me lance. Le consommateur, justement, il n'est pas coupable, mais les entreprises non plus. En fait, dans un système, on est tous responsables. Il n'y a pas de coupable, on est tous responsables. Et chaque achat que vous allez faire, qui soit pour une entreprise durable, sera un signal de plus sur le marché. Le CAC 40, toutes les boîtes ont un comité d'administration, un comité de direction, et ils font gaffe à c'est quoi les tendances du marché, vers quoi s'oriente le marché. Le bio, on va prendre l'exemple du bio, au tout début, c'était une toute petite fraction des consommateurs. Et plus les gens ont fait des choix de temps en temps dans leur panier, plus ça a envoyé des signaux aux entreprises qui se sont dit « Ah ben tiens, il faut que je me lance, il faut que j'investisse et que je développe plus de bio, parce qu'il y a un marché qui est en croissance et il y a une opportunité à prendre. » Donc, le meilleur moyen pour le consommateur, c'est d'essayer le plus possible de faire un choix durable dans votre consommation pour influencer les entreprises. Et il y a un deuxième élément qui est peut-être encore plus fort, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont parfois des gros enjeux RH pour trouver les bons talents. Si jamais vous postulez que chez des entreprises engagées et qu'une entreprise qui ne s'engage pas, vous dites je ne vais même pas envoyer mon CV, tant pis pour elle, ça va aussi envoyer un message à l'entreprise qui va se dire si demain je ne me transforme pas, j'aurai personne. J'aurai que les seniors qui sont depuis longtemps et j'aurai pas eu de jeunes depuis 10 ans, 20 ans. Ou alors ce sont les gens qui ne trouvaient absolument rien ailleurs. Donc, tous les meilleurs sont partis dans des entreprises qui avaient de l'impact. Donc, c'est vraiment les deux gros piliers que vous pouvez faire à titre personnel pour influencer l'ensemble du système. Oui, moi, je partage complètement le propos. Je crois que le consommateur est la clé parce que pour une grande partie des acteurs économiques, la seule chose qui compte, c'est l'impact sur le business. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ce n'est pas le consommateur qui est coupable du système qui existe, mais il est responsable ou co-responsable, j'aime bien le propos qui vient d'être tenu, co-responsable du fait qu'il perdure. Quand vous touchez les entreprises au portefeuille, elles évoluent très vite, très vite. On prend l'exemple du bio. Le bio, depuis
que je suis sur ce marché-là. Donc, depuis 2013, il a progressé de 2 points, enfin, c'est deux chiffres après la virgule, c'est 20%, 15% tous les ans, alors que le marché alimentaire est tous les ans à 0 ou 1. Donc, évidemment, tous les acteurs de l'agroalimentaire, alors pas forcément avec toujours les meilleures pratiques ou les meilleures intentions, mais en tout cas, ils ont été obligés de s'y intéresser et quoi qu'il arrive, même s'ils ne sont pas parfaits, ça fait avancer le système. Donc, clairement, la façon dont les gens ont consommé, la façon dont ils ont de commenter, parce que les marques sont aussi très sensibles à leur image. Là, on rejoint le digital. Ça a une influence, mais absolument atomique, sur le fonctionnement des entreprises. Bien plus que n'importe quelle loi, n'importe quel procès d'intention ou n'importe quelle invective d'ONG si elle n'est pas suivie par un comportement du public qui change. Pour ma part, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, aussi bien par Patrick que pour Noël, dans le sens où les consommateurs sont le levier qui va exercer potentiellement le plus de pression, puisque en effet, on touche un peu au portefeuille. Et pour répondre du coup de manière plus concrète peut-être sur la mode, puisque c'est un peu l'expertise de Clear Fashion, on a forcément, la première chose qu'on peut conseiller, c'est juste déjà de s'interroger. En fait, je pense que c'est la base avant de passer à l'acte, c'est se poser des questions sur ce que l'on achète, sur l'histoire qu'on nous raconte, c'est s'interroger aussi sur le besoin qu'on a d'obtenir ce vêtement, cet objet de manière générale. Voilà, juste reprendre conscience de ce qu'on achète de manière générale. Ensuite, concernant vraiment la mode, de toute façon, ce qui aura toujours le plus d'impact, c'est de réduire notre consommation. Ça, on peut pas, il n'y aura pas un argument plus fort que celui-ci. Je commençais en disant 100 milliards de vêtements vendus chaque année. Je pense que tout est dit. Donc, je pense que c'est la première chose. Ensuite, bien sûr qu'on a des besoins et qu'on va être pragmatique. Demain, les personnes vont continuer quand même à acheter des vêtements et à se procurer des vêtements. Donc après, ce qu'on conseille généralement, c'est de s'orienter dans un premier temps vers de la seconde main. Et si on ne trouve pas un peu son bonheur en seconde main, quand on doit acheter du neuf, justement d'essayer de se renseigner sur ce qu'on achète et voilà, s'informer en fait sur ce que l'on achète. Voilà. Super, merci beaucoup pour vos témoignages à vous trois. Et du coup, je vais laisser Laura Gaziano reprendre du coup les questions du chat parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'animations. Donc Laura, je te laisse avec les questions. Oui, alors on va passer tout de suite aux questions du public. Donc là, j'ai une première question, donc je cite, alors pour Clear Fashion, le modèle de Clear Fashion ne reposant que sur le bon vouloir des marques de communiquer sur leurs pratiques, ne faudrait-il pas aller plus loin et imposer une réglementation sur la déclaration des compositions, des origines des composants? C'est hyper intéressant comme question. Alors, je vais juste reprendre sur le fait, on est sur le bon vouloir des marques, mais slash pression des consommateurs. Donc, le bon vouloir, finalement, à terme, je pense que plus il y aura de marques qui participeront, plus les marques qui ne participeront pas, en fait, seront un petit peu, entre guillemets, pointées du doigt. Et c'est tout l'enjeu, en fait, c'est que ça fasse un effet boule de neige. Par contre, c'est tout à fait vrai sur le fait que, bien sûr, la meilleure solution, c'est qu'il y ait de la réglementation. On partage tout à fait cet avis-là, dans le sens où faire travailler des enfants, ça devrait être complètement interdit. Des conditions de travail déplorables, ça devait être interdit. Et on estime justement que les consommateurs ne doivent pas, en fait, choisir entre mode et responsabilité. Concernant l'éthique, nous, par exemple, on a du mal à parler de... On aimerait qu'on arrête de parler de mode éthique ou éco-responsable parce qu'on estime que ça devrait être la norme, en fait. Ça ne devrait même pas être une catégorie de mode. C'est quand même inconcevable, en fait, de penser qu'il y a des personnes qu'on exploite autant des communautés, aussi bien nos ressources pour fabriquer des vêtements. Donc ça, c'est notre point de vue. Et pour répondre du coup à la question, justement, on estime que la réglementation doit changer. Mais pour vous donner un ordre d'idée, déjà, la France est assez précurseur sur le sujet. Il y a une loi qui s'appelle le devoir de vigilance qui a été en fait votée en 2017,
qui impose, alors j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais qui impose à des entreprises d'un certain niveau de salariés, en fait, de publier un rapport de vigilance sur les actions qu'ils vont mettre en place pour éviter qu'il y ait des dérives sociales ou environnementales. Donc ça, c'est déjà un premier pas, sauf qu'il faut que pour que ça ait un impact, que ça soit appliqué à une plus large échelle. Et là, c'est déjà en train d'être discuté au niveau européen. Et pour revenir à Clear Fashion, on est complètement d'accord, mais il y a une telle urgence à agir qu'on ne peut pas attendre la réglementation. La réglementation suit, et je pense que ça va aller de mieux en mieux, mais changer la réglementation, c'est quelque chose qui est très, très long et assez complexe. Et c'est pour ça qu'en fait, Clear Fashion est né aussi, c'est qu'il y a une telle urgence à agir que c'est un autre levier qu'on souhaite activer dès maintenant. Mais en effet, la réglementation devrait changer. Merci Laura pour cette réponse. Alors j'ai une autre question. Le produit qui pollue le moins, c'est le produit qui n'est pas acheté. Comment concilier le marketing avec ce postulat? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, c'est une question plutôt commune. Commune à vous trois. Oui, bien sûr, c'est sûr. Maintenant, on imagine, personne, je pense, autour de la table, n'imagine qu'on peut se passer de tous les produits. Là, ce n'est plus une évolution ni une transition, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une révolution en tous les cas. Donc, on est loin de pouvoir parvenir à ce Graal. Et je vous rappelle qu'une bonne partie de la population, avant de se préoccuper de la fin du monde, se préoccupe de la fin du mois. Et donc, je comprends parfaitement qu'il faudrait peut-être qu'on ait un changement sociétal absolument majeur, mais je pense qu'il n'est pas à l'ordre du jour. Et en attendant, on peut agir pour consommer mieux et moins. Ce qui est une façon aussi peut-être de répondre à l'injonction paradoxale je veux consommer bien, mais c'est trop élevé. Je vous prends un exemple dans mon domaine, parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. Quand on regarde les consommations moyennes de la population, on a une part de carnet et de produits transformés qui est quand même assez conséquente. Le simple fait de revenir un peu plus aux produits bruts, aux produits vrac, plus de végétal, moins de carnet, a un impact absolument déterminant sur le panier. Et donc, au final, vous pouvez manger avec un équilibre alimentaire, certes avec un peu plus d'efforts, j'en ai tout à fait conscience, et il faut expliquer aux gens comment faire, etc. Et tout ça ne se fait pas de façon aussi simple, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de consommer beaucoup mieux avec le même budget. Donc je pense que déjà ça, si tout le monde s'y met à son niveau, et je rejoins ce qu'a dit Laura pour Clear Fashion, c'est de se dire, ce vêtement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il y a une campagne Patagonia qui m'a beaucoup inspiré, et j'en ai fait j'ai un peu décliné ça en 2014 en faisant une campagne « N'achetez pas de pommes, n'achetez pas de lait, etc. » non bio. C'était la campagne « N'achetez pas cette veste de Patagonia si vous pouvez réparer la vôtre. » Voilà. Et en plus, on vous propose des ateliers de réparation de vestes. Ça c'est vraiment un engagement très puissant. Et ce n'est pas la négation de la consommation, mais c'est le fait de dire consommer, c'est un acte politique presque. Et aujourd'hui, on vote autant avec sa carte bleue, j'ose dire, qu'avec son bulletin de vote, et malheureusement peut-être plus avec sa carte bleue parce que l'impact est plus direct. Et si on prend la législation, par exemple, elle évolue bizarrement assez vite lorsque les entreprises et le système économique est impacté par le conso. C'est toujours cette question quand même, le cœur du truc, dans une société de consommation, d'ailleurs son nom est assez clair sur ce plan, l'élément déterminant, c'est le conso. Oui, en fait, on parle de marketing, ce qui est un peu la responsabilité et c'est la marque en fait qui est le lead sur le marketing, alors que la non-consommation, c'est plutôt le lead du consommateur. Donc en fait, on ne peut pas faire du marketing pour la non-conso. Même Patagonia, au final, leur pub était super bien faite, était très intelligente, mais c'était quand même pour vendre la veste. C'était maquillé, mais c'était quand même pour vendre la veste. Donc peut-être que les marques, le plus gros rôle et le plus gros impact qu'elles pourraient avoir, c'est en vendant et en marketant du seconde main, du reconditionné, du recyclé. Et d'ailleurs, on voit que ça marche très bien parce que les marques Back Market qui proposent des smartphones, des PC et électroménagers maintenant reconditionnés gagnent des parts de marché comme des dingues. Et du coup, ces discounts Darty s'y mettent aussi.
et maintenant, elles viennent communiquer sur le fait que chez eux, on va pouvoir acheter des PC, des téléphones, des électroménagers qui est de seconde main, qui est reconditionné. Pareil pour Give, où c'est une marketplace de dons. Il y a MyTroc, qui est une marketplace de troc. Il y en a un aussi dans Textile, qui est très connu, mais j'ai oublié le nom, une application qui marche très bien avec le logo bleu. Tu m'aideras, Laura, pour trouver laquelle c'est. C'est Vinted, ouais. C'est ça. Donc, en fait, on peut très bien faire du marketing pour des produits de seconde main qu'on propose en option. Et donc, ça réconcilie au maximum, je pense, pas des consommations, mais la consommation de produits seconde main. Donc, on garde un acte d'achat, donc il reste un peu d'économie. Par contre, il n'y a pas tout l'impact du déchet et de la production qui est liée. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que je rejoins encore une fois les deux propos. Je pense que ça va aussi dans peut-être modérer, entre guillemets, la création de besoins chez le consommateur. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas, pour une marque, justement, dans son marketing, tempérer, je ne sais pas, le nombre de newsletters qu'on va envoyer par mois, par semaine, pour donner envie d'acheter toujours plus, en fait. Je pense qu'il y a un rôle aussi peut-être à jouer. Non pas, une marque a quand même, je pense, besoin de communiquer aussi pour se faire connaître, etc. Mais en fait, de régler peut-être un peu le curseur aussi parce que je pense que c'est le vrai sujet au fond et c'est là où il y a une vraie dissonance chez le consommateur qui prend conscience des enjeux, mais qui commence de plus en plus tout le temps à culpabiliser, mais en même temps, on le sursollicite et tout ça est étudié. Enfin, je vous invite d'ailleurs, j'arrête pas de recommander ce livre si vous ne l'avez pas lu, c'est Le Bug Humain, qui explique, c'est un propos assez neuroscientifique qui explique qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, en fait, pourquoi il y a on a la sensation de jamais en avoir assez, en fait. Donc, c'est hyper long à expliquer. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment ce bouquin parce que ça traite de ce sujet et c'est hyper intéressant. Merci Laura. Alors, en parlant du consommateur, j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que vous pensez que les consommateurs ont des comportements cohérents sur toutes les dimensions de la consommation, que ce soit pour l'alimentation, le secteur du textile, etc., selon la nature publique ou privée de l'utilisation du produit? Est-ce qu'on n'a pas des individus avec des identités multiples, avec des comportements différents selon la situation? La personne qui a posé ça répond elle-même à sa question. Oui, on est tous un peu ambivalents et en fait, il y a une infinité de façons d'agir et il faut l'adapter à son quotidien, là où on habite. Moi, j'essaie de ne pas manger de viande, j'ai pas de voiture, je ne passe qu'en train. Mais pour autant, j'ai besoin d'avoir des PC, des téléphones et je suis un gros consommateur de digital. D'autres vont être 100% digital free, mais vont manger du steak, ce qui aura plus d'impact. Ou d'autres vont prendre plus l'avion, mais vont être complètement végétariens. Donc, chacun doit. Il ne faut pas non plus complètement se priver, mais il faut identifier ses enjeux perso, quel est l'impact que je peux avoir le plus, qu'est-ce que je peux sacrifier dans un premier temps sans que ça m'impacte trop, et il faut s'adapter en fonction de qui on est, quoi, je pense. Merci. Alors, si personne d'autre veut ajouter un élément de réponse, j'ai une autre question. Donc, faire appel au digital, c'est bien, mais la contribution du digital à la production de GES est en hausse exponentielle. Excusez-moi. Comment résoudre ce paradoxe? Je peux reparticiper, vite, très rapide. Alors, j'entends cette remarque. Digital, c'est vrai que aujourd'hui, c'est autant que l'avion, c'est à peu près 3 fois les émissions de la France, mais par contre, il y a une différence entre une application digitale qui sert à améliorer un process, quand on compare ça à des vidéos streaming et choses comme ça. Par exemple, le télétravail, ça permet d'éviter énormément d'émissions parce qu'on va pas se trimballer et se déplacer en voiture. Donc, l'impact de la vidéo, c'est rien comparé à l'impact qu'on aurait eu si on s'était déplacé. Encore pire si on prenait l'avion pour aller dans notre pays faire un rendez-vous avec un avocat. Donc, il y a des usages digitaux sur lesquels il faut être sobre
Mais résoudre un problème environnemental pour rendre un process plus sobre, moins gourmand avec du digital, c'est quasiment toujours gagnant comme pari. Fair Fashion et Zei, je pense que nous, on a fait un site qui était très sobre. On consomme, mais on consomme que dalle. Et quand on compare l'impact qu'on a sur 2400 boîtes, c'est énorme. Mais si c'est Netflix dont on parle, oui, c'est pas pareil. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour une marque éthique, ou à fonder une marque éthique? Moi, je suis un boomer. Donc, forcément, il y a une période de ma vie où je n'avais pas vraiment conscience de ça. Et puis, c'est venu. C'est venu au fur et à mesure qu'on travaille dans l'agroalimentaire, on s'intéresse à l'évolution de ce marché, à l'évolution de la consommation. On est prêt à ces sujets-là. Et j'ai perçu assez tôt cette évolution de la population. Ça m'a amené à m'interroger sur ma propre consommation. J'ai commencé à consommer bio, etc. Et puis, il y a un moment, on est dans un système. Moi, j'étais en GMS, pas dans la plus mauvaise enseigne, pas dans la plus déresponsable. Mais malgré tout, c'est un modèle de consommation de masse qui évidemment, a pas mal d'inconvénients. Et surtout, je devais toujours faire plus avec moins et inciter toujours à plus de consommation et pas forcément à plus de vertu ou à moins d'impact. Et ça a commencé à me poser de vrais problèmes. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer une marque éthique et ça n'a pas fait un pli pour moi, même si ça avait des contraintes personnelles, puisque j'habite en Normandie et que le siège de mon entreprise est à Paris. Et donc, j'ai dû faire les efforts nécessaires pour y aller, mais ça ne m'a pas paru être un exploit parce qu'à côté de ça, tous les matins, je n'ai pas de problème à me dire pourquoi je bosse, est-ce que ça me questionne, est-ce que ça génère des conflits chez moi, ça n'en génère pas. Je dors très bien, j'ai aucun souci là-dessus et je suis tout à fait en phase avec ce que je fais et pourquoi je le fais. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est ça qui m'a conduit à le faire. D'accord, merci Patrick. Est-ce qu'on a un autre témoignage? Oui, alors je pense que il y a pareil, c'est très en vogue. Enfin, on peut plus ignorer ce qui se passe un peu sur l'environnement, etc. Et je pense qu'on est plein en fait en quête de sens aussi dans notre travail. Mon expérience personnelle, c'est qu'auparavant, je travaillais dans une entreprise et je créais des communautés d'ambassadeurs pour le compte de marques, beaucoup de marques de cosmétiques notamment, beaucoup de marques de prêt-à-porter. Donc en fait, l'objectif, c'était de fédérer des clients, d'en faire des ambassadeurs pour qu'ils parlent de la marque sur les réseaux sociaux. On était un peu comme sur de l'influence, mais à une échelle plus basse en termes de communauté, avec la conviction que même si ça avait moins de portée, la confiance était plus forte. Voilà, donc ça, c'était mon autre moi, avant, qui travaillait un petit peu sans trop me rendre compte à quoi, entre guillemets, je participais un petit peu. Par contre, dans mon métier, du coup, j'avais beaucoup de relationnel avec ces ambassadeurs pour les engager, les fédérer. Et en fait, juste à un moment, je me suis réveillée en me disant, mais tu participes en fait à faire consommer encore plus davantage par un biais en plus qui est très sneaky, on ne s'en rend même pas vraiment compte. Mais par contre, le positif que j'en tire, c'est que déjà, j'adorais, j'adore cet aspect relationnel, etc. Et je me suis dit, si on arrive à faire ça avec un objectif, entre guillemets, de faire prendre en photo des produits par des utilisateurs et les publier sur les réseaux sociaux avec un impact qui n'est pas hyper positif, et que j'arrive à engager des gens à faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un projet à impact, en fait? On peut aller hyper loin. Et en fait, justement, après, voilà, j'ai découvert Care Fashion, ça s'est hyper bien, ça a matché et ça, je trouve qu'il y a du sens dans ce que l'on fait. Et en fait, avoir la chance de travailler dans une entreprise où les consommateurs sont au cœur, mais en fait, où l'objectif est de les fédérer pour en fait faire changer le secteur. C'est comme ça en fait que voilà, ça m'a amené à travailler chez Care Fashion parce que voilà, je crois à la mission. Heureusement. Merci Laura. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Noël? Non, moi, il va falloir que j'y aille juste très rapidement. Je pense que
si on est tous là-dedans, c'est tout simplement parce qu'on est conscient qu'on n'a pas le choix et que si on fait rien, c'est pas pour sauver les ours polaires qu'on le fait, c'est pour sauver nos propres fesses. Donc, il n'y a pas d'autre option, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Noël. Et donc, du coup, on va te laisser y aller, voilà, pour tes impératifs. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta présence, pour ta participation et pour la richesse de ton témoignage. Alors, on va peut-être faire une dernière question. Donc, quels sont vos points de vue concernant le fait que la communication éthique a tendance à augmenter la charge mentale, créer une pression supplémentaire? Et comment consommer éthique sans pour autant être impacté par cette pression? Moi, je vais bien répondre. Après, je vais devoir partir aussi. J'ai une contrainte à 14 heures, mais je pense qu'il faut être dans la solution et pas seulement dans l'interpellation. Nous, on a été, en tant que marque activiste, on a été souvent dans l'interpellation dans le passé. Aujourd'hui, on essaie d'être dans la solution et ça diminue la charge mentale. C'est qu'il y a des solutions. Voilà. Si les gens ne sont pas mis dans un corner, il n'y a pas de raison qu'ils n'évoluent pas. On vient d'évoquer le fait qu'on n'avait pas vraiment le choix. Je pense que maintenant, il n'y a plus grand monde pour le nier, sauf peut-être Donald Trump et quelques-uns de ses camarades, mais c'est quand même assez limité sur la planète. Donc, comme on n'a pas le choix, il faut faire quoi? Et là encore, ça nous ramène à, si on veut que le consommateur ait un impact, il faut qu'on lui propose des solutions pour qu'il les ait. Tout à l'heure, dans le chat, je précisais que nous, on veut relancer la consigne pour réemploi, pas la consigne monétarisée, parce que c'est trop compliqué à mettre en œuvre. Et pour ça, ça a été tout un bazar, parce qu'il faut s'accorder sur des formats, sur des tailles de bouteilles, sur des formes de bouteilles et de packs, etc. Mais peu importe. Je pense que si on le met en œuvre, les gens vont le faire parce qu'ils sont conscients que c'est tellement plus efficace que d'amener sa bouteille de verre au recyclage pour qu'elle soit refondue, ce qui va générer une énergie de dingue, augmenter les gaz à effet de serre, sans parler du fait qu'elle va être transportée pour être détruite et transportée pour être amenée. Donc, un autre exemple, on a créé un magasin à Paris qui s'appelle ADN, qui doit avoir 97% de son offre en vrac. C'était une vraie expérimentation. En plus, à Paris, le transport à Paris, le métro, etc., ça va très bien. Et les gens y reviennent avec leurs bocaux et tout. Et pourtant, ce n'est pas vraiment une chose facile dans ce contexte. Et il y a même des gens qui viennent de plusieurs arrondissements de distance, ce qui n'est absolument pas pratique et contre-intuitif, pour pouvoir consommer comme ça. Donc, je pense, en tout cas, nous, on essaye chez Biocop, je ne dis pas qu'on y parvient à chaque fois, mais au moment où on interpelle, il faut dire ce qui peut être fait. Quand on dit prendre des produits qui ont peu d'impact, je vous parlais tout à l'heure des produits Biocop qu'on essaye de rendre le plus transparent possible, ça, les consommer, ça a un impact. Consommer nos produits locaux qui représentent 15% de notre chiffre d'affaires, ça a un impact. Voilà. Très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Laura? Presque pas, je rejoins le propos. Je trouve que ce qui fait que ce sentiment et cette charge mentale, elle est liée au fait de se sentir impuissant. Et c'est pour ça que je suis d'accord sur le fait que proposer des solutions alternatives, en fait, réduit la charge mentale. Et aussi, je pense qu'un moyen de le faire, c'est de commencer à agir. Le fait, quand on se rend compte qu'il y a un problème et qu'on se rend compte qu'on peut faire des choses, tout de suite, j'ai la sensation, en tout cas c'est un avis personnel, que ça réduit cette charge mentale. Et ça peut être, quand je dis agir, c'est pas forcément aller militer dans la rue. Enfin, tout le monde peut trouver un moyen qui lui convient en fait d'agir, et c'est, je pense, l'ensemble de ces leviers d'action qui vont faire changer les choses. Il n'y a pas une meilleure manière d'agir que l'autre. Je pense que c'est l'agrégat de tout ça qui permet de faire bouger les choses, et notamment si, par exemple, on estime que la solution n'existe pas encore. Je pense par exemple, peut-être qu'on se dit j'ai envie d'arrêter de consommer du plastique, je vais dans un magasin, il y a encore beaucoup trop de plastique dans ce que j'achète. Je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à envoyer des messages aux marques pour que eux, en fait, il y a certainement des solutions à mettre en place, mais comme ça revient avec ce qu'on disait, je pense que les marques
peuvent changer vite les choses quand elles ont l'impulse des consommateurs. Mais pour ça, il faut que ça ne soit pas uniquement top-down, mais que les consommateurs n'hésitent pas en fait, à remonter aussi leurs attentes et leurs exigences. Très bien, merci beaucoup Laura. Écoutez, on en a fini pour les questions. Alors, Clara, si tu veux prendre le relais. Oui, du coup, malheureusement, on va devoir arrêter la conférence maintenant, vu qu'il est 14 heures et que vous avez des impératifs. En tout cas, on voulait encore vous remercier pour la qualité de vos présentations et des échanges. Malheureusement, on aurait pu encore débattre, je pense, pendant 1 heure. Mais en tout cas, on était ravis que vous ayez pu être là avec nous pour parler de ces sujets qui sont vraiment d'actualité, comme on a pu le voir. Et merci à tous les participants également d'avoir participé dans le chat. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de conversations, donc on peut enrichir les propos. Donc, c'était cool aussi pour ça. Et voilà, encore merci à vous de vous être libérés pour passer ce midi avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour l'intervention. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup, à tous. au revoir.